Avant de commencer cet épisode, je souhaitais vous annoncer que je vais avoir besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous pour continuer à maintenir, développer et faire grandir toujours plus ce podcast. Voilà pourquoi je viens de lancer une cagnotte participative afin de vous mettre à contribution. Si vous souhaitez en savoir plus sur les raisons et les motivations de cette démarche, je vous invite à écouter l'épisode Intention et Ambition 2024 où de cœur à cœur je vous explique tout. Vous trouverez le lien ainsi que celui de la cagnotte en description. Merci d'avance pour votre soutien. Place à l'interview du jour. Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Dans ce podcast, j'ai à cœur notamment d'aborder notre relation avec notre corps. Selon moi, l'une des pratiques les plus belles pour entrer en connexion avec lui est la danse, en particulier l'expression libre. Pour échanger sur ce sujet, j'ai invité Nicolas Bernard, qui avec sa femme, Anéna, sont les fondateurs de l'approche des 9 souffles, ainsi que de l'école du même nom, accompagnant l'humain à dialoguer avec son corps dans une démarche de connaissance de soi et de bien-être. Dans cet épisode, je vous propose un voyage à la découverte du parcours de Nicolas. Comment d'un homme de science, il est devenu un homme de sens, d'explorer avec lui ce que notre corps a à nous révéler, d'écouter sa poésie et son pouvoir créateur, et de comprendre comment à travers le mouvement nous pouvons exprimer à la fois l'enfant intérieur et l'adulte responsable en nous. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Bonjour Loïc. Salut et bienvenue sur ce podcast. Quelle est ta météo du jour, ton humeur du moment? Et en prenant un petit temps de silence avant, je me sentais super redressé, posé sur une surface plate, un peu comme une colline, à regarder la savane devant moi. Donc c'est une sensation d'adossement, d'ouverture dans le diaphragme. Et je me sentais comme une girafe qui regarde. Et j'ai réalisé qu'en fait le pelage de la girafe me fait penser à mon costume de clown que j'ai emmené ce matin à réparer, qui est en fait en partie une peau de léopard. Et donc il y a cette transformation étonnante d'un félin en bête curieuse avec ses petites cornes qui regardent vers le haut. Merci pour ce partage. Moi, je me suis senti bien redressé aussi. Une belle énergie et je t'avoue qu'après une journée à prendre soin de moi hier pour la Saint-Valentin, de dater avec moi, et je suis dans une belle énergie et une joie de t'accueillir et de mettre du mouvement dans cet épisode. Pour commencer, comment aujourd'hui, là, comme ça, tu te présenterais au monde en quelques mots? Qui tu es, que fais-tu, Nicolas? Aïe, aïe, aïe. Je pensais que tu allais me poser plein de questions qui allaient me faciliter cette tâche, et tu me poses la plus grosse. Ouais, moi j'aime bien des fois mettre les pieds dans le plat direct. Je suis un bonhomme. J'espère en tout cas être un homme qui apprend à devenir un peu plus bon. Je me retrouve, je pense que je peux me définir en fait comme quelqu'un qui, malgré lui, se retrouve à passer beaucoup de temps avec les gens et à s'occuper des gens, à accompagner des personnes, à accompagner des groupes, et que ça a pris par surprise, et qui découvre peu à peu finalement que c'est bon, que ça me nourrit en fait de réapprendre le lien, le plaisir d'être en interrelation. Et voilà, j'ai été chercheur, en tout cas élève chercheur, et donc pas
pas du tout a priori passionné par la relation humaine. Au contraire, je me vois passer ma vie dans mes recherches fondamentales dans mon coin. Et en fait, je passe mon temps vraiment à être plutôt avec des groupes et des personnes. Voilà, donc déjà ce que je suis globalement et ce que je transmets est vraiment lié à ce que j'ai pu explorer par différents biais et développer de la relation qu'on peut avoir au corps, qui nous enseigne et qui nous pas que enseigne, qui nous enseigne et nous emmène sur les chemins de la vie d'une autre manière. Donc je pense que je suis très passionné de ça, en fait, de comment on peut vraiment rentrer en dialogue avec ce corps, comment on peut le laisser nous prendre, quoi, comme une monture qu'on apprend à chevaucher. Et voilà, c'est ce que je me rends compte que je fais tout le temps. Merci pour cette présentation. Et tu l'as abordé avant tu étais, et c'est vrai que ça m'a surpris quand je lisais ta biographie, on va dire. Tu étais chercheur en sciences, donc j'imagine quelque chose de très rationnel. C'était quoi cette première vie, en tout cas cette vie à l'époque, qui est toujours présente, hein. En fait, c'est une impulsion que j'ai reçue relativement jeune, quand j'étais, je pense vers les 15 ans à peu près. Je me suis vraiment dit, tiens, moi, je veux vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que la pensée, qu'est-ce que c'est que et je pense que j'aimais déjà beaucoup la biologie. Donc, je me suis tourné vers la biologie, vers les études en biologie. Et donc j'ai fait l'école normale supérieure à Paris et je suis rentré dans vraiment l'objectif d'explorer le champ des sciences cognitives. Ce que j'ai pu faire, parce que quand on est normal sup, on a cette ouverture assez fantastique par rapport aux autres étudiants qui sont à la fac ou autres, d'avoir les portes grandes ouvertes de tous les laboratoires, même quand on est en cours d'études. Donc j'ai pu quand même assez vite fréquenter pas mal d'environnements scientifiques variés dans ce champ de l'étude de la pensée, du cerveau humain et tout ça, quoi. Mais j'étais très presque dans une quête d'absolu c'est quoi la conscience, en fait. Donc ça a été ça m'a occupé donc cette passion qui est née à mes 15 ans jusque quand j'ai quitté en fait Normal Sup avant la fin de mes études, puisque je m'y reconnaissais plus du tout vers mes 23 ans à peu près. Même si cette question en fait est restée totalement active et présente dans tout ce que j'ai pu développer ensuite, mais pas dans le champ de la science. Et tu parles de biologie, sciences et je sais plus comment c'est maintenant au collège, au lycée, sciences et vie. Du coup, il y avait déjà quand même un intérêt cognitif du corps. Bah, je l'avais pas conscientisé comme ça. Et d'ailleurs, ça a été, c'est plutôt que j'étais vraiment passionné par la biologie. Enfin, quand j'ai fait mes études de bio, particulièrement après en classe prépa, je trouvais que c'était vraiment incroyable le vivant de créativité, d'ingéniosité, de cohérence, de congruence. J'étais vraiment passionné de voir comme on allait assez loin aussi en mathématiques et en chimie, de voir comment en fait toute cette organisation depuis le niveau atomique, moléculaire, jusqu'aux constitution des cellules, tout leur métabolisme, l'organisation du vivant, il y a quelque chose d'un niveau d'organisation qui est jouissif en fait quand on le considère. Mais j'en étais pas à me dire tiens, c'est quoi la cognition de l'organique du vivant. Enfin, c'était. Par contre, c'est en effet ce qui m'a fait décrocher de Normal Sup, mais pareil, sans que je le conscientise tout de suite immédiatement. C'est-à-dire que quand j'ai été très tôt, c'est-à-dire que même dès le niveau licence, en fait, j'ai pu faire des stages dans plein de labos différents, certains qui faisaient des modélisations de réseaux de neurones, d'autres qui s'intéressaient à la psychologie des émotions, d'autres qui faisaient des études sur des systèmes biologiques, des animaux ou des humains, tout ce qui était en lien en fait avec ça. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui passionnait ces chercheurs.
Je voyais pas, j'arrivais pas à sentir leur vraiment leur accroche. Je les sentais passionnés, mais vraiment je voyais pas en fait. Il y en a qui s'intéressaient aux mécanismes précis du langage, d'autres de la mémoire, d'autres qui essayaient de comprendre les mécanismes motivationnels par rapport à des niveaux d'hormones liés à des mécanismes émotionnels de recherche. Enfin, c'était très mécanique en fait. Mais c'est pareil, avant que je puisse mettre ce mot, il a fallu du temps. C'est-à-dire, c'était un malaise en fait que j'ai compris un peu plus tard en fait, comme la science était, et je crois encore beaucoup, et particulièrement en France, que la France est particulièrement imprégnée de cette pensée en fait, Oui. que les sciences cognitives, sans que ce soit dit, finalement cherchaient à comprendre le cerveau humain comme on pourrait comprendre une machine, et avec l'idée sous-jacente qu'on pourrait créer un ordinateur équivalent. Les Japonais le disaient explicitement. Là, en France, on le disait pas, mais en fait, c'était un petit peu comme le paradigme de base jamais nommé, et qu'on cherchait à comprendre les procédures. Et n'étant jamais dit, c'était difficile de se positionner dedans, parce que tu sens qu'il y a des choses qui sont dites, ou des orientations de pensée, ou des façons d'interpréter, ou de construire des expériences qui font que tu te dis, mais je savais plus où j'étais en fait, quoi. Et du coup, et alors, hein, qu'est-ce qui a fait cette bascule de la tête au corps? C'est la drogue. C'est grâce à la drogue. Ok. Non, mais vraiment, très positivement. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'étais passionné par la conscience, je me suis intéressé aux états de conscience modifiés. J'avais lu des bouquins de Huxley là-dessus, sur les psychédéliques. Et n'en ayant jamais pris moi-même, je me suis dit, mais faut que j'expérimente, en fait. Et donc, j'ai demandé à un copain qui, lui, était beaucoup dans les rave parties, qui avait accès à de la bonne cam, en gros, de me procurer du LSD. Et j'en ai pris, mais vraiment pas du tout dans un cadre festif. Je comprends maintenant qu'en fait, j'avais vraiment une intention très claire. Expérimentation. C'est quoi la conscience, bordel? Okay. Donc j'étais dans le centre de Paris avec mon truc de LSD. Je me suis parti dans Paris, et j'ai vécu une expérience qui, oui, je crois vraiment m'a fait basculer en fait dans autre chose, parce qu'en fait, basiquement, ce que j'ai pu vivre, c'était qu'en termes de conscience, je me sentais plus être une entité séparée. Je me sentais être un croisement de champs de force extrêmement précis, extrêmement dense, donc ayant une identité, mais baignant dans un champ immense d'interrelations, de silence, d'éternité. Et que c'est comme si c'était une évidence que toutes mes démarches pour essayer de comprendre la conscience, c'était comme d'essayer de mettre l'univers dans une boîte. Ouais. Mettre quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas limitable dans une boîte toute petite, et que j'aurais beau faire, en fait, j'enfermais avec une pauvreté énorme quelque chose, en croyant que les choses que j'observais dans cette boîte étaient la conscience, alors qu'en fait, elles n'en étaient que des manifestations, des facettes. C'est peut-être la première fois aussi où j'ai vécu une déconnexion vraiment claire de moi et de mon mental. Où je sentais mon mental qui était à une certaine distance de moi, et où je pouvais interagir avec lui comme juste par des flux d'intention, et où je crois que j'ai découvert vraiment, alors j'étais déjà beaucoup intéressé par la littérature, mais là où j'ai vraiment découvert la poésie, où j'envoyais de l'intention vers cette boîte à paroles, et me revenait de la poésie. Et j'étais inondé de poésie en retour, en fait. Voilà. Donc ça a été vraiment un moment pas si évident ensuite à gérer, parce que ça venait se greffer sur un moment de déconnexion de ce système d'études aussi hyper privilégié, où j'étais parmi les gens qui un jour auraient pu devenir des prix Nobel, en fait. Donc pour moi, il y avait une espèce de confort total. Je veux dire, t'es payé pour faire tes études, t'es sûr que tu vas avoir une place dans un labo plus tard. Il y avait et tout d'un coup, j'étais plus en capacité, en fait. J'étais plus en capacité d'être là, en fait. Qui m'a amené, en effet, à devoir complètement quitter ce monde, et le quitter d'autant plus que je me sentais mal à un niveau vraiment personnel. C'est-à-dire que c'était plus juste est-ce que je fais le bon choix ou pas le bon choix. Là,
j'en étais à un état où je sentais que je m'étais déconnecté aussi de moi-même. C'est-à-dire que là, la déconnexion de mon corps, je pense que je l'ai connue assez loin. Ouais, c'est ce que je voulais te demander, c'était quoi ton rapport à ton corps avant cette expérience? Avant, je saurais pas dire exactement parce que ce serait plutôt rétrospectif, mais je me souviens en effet après avoir eu des moments d'extrême sensibilité, comme si ça avait ouvert des portes très fort. Donc je marchais dans la rue, j'ai l'impression de sentir les mémoires des maisons, des gens, les flux de par où étaient passés les gens. Il y avait un côté jouissif et en même temps hyper flippant. J'avais l'impression qu'il y avait des entités qui me poursuivaient partout. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tellement perché en fait que je téléguidais mon corps. C'était limite pied droit, pied gauche, quoi. Et là, je me suis dit non, là il y a un petit souci en fait. D'autant que j'ai eu la chance dans mes laboratoires que je rencontrais d'avoir fait des interviews avec un médecin psychiatre avec des schizophrènes. Et où je me suis dit tiens, c'est marrant, je suis pas dans un état qui est si loin. C'est-à-dire que je pouvais me raconter des tas d'histoires sur tous les flux d'énergie que je percevais et tout ça. Enfin, j'étais un peu barré en fait. Et quand on étudie les schizophrènes, on les écoute parler. En fait, ils ont dans leur système une grande cohérence, mais ils sont totalement déconnectés de la vraie réalité, quoi. Donc c'était un peu là à un moment donné, j'ai fait non, là si je veux maintenir ma santé mentale, faut que je parte, quoi. Faut que je fasse autre chose. Donc particulièrement parce que j'ai senti cette déconnexion au corps, quoi. C'est un point qui est vraiment passionnant, hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut voir des gens dans la spiritualité, dans le monde spirituel, où pour moi, la limite avec la schizophrénie est pas claire, voire même elle est franchement franchie, quoi. Et comment c'était du coup cette reconnexion après tu l'as vécu? D'abord parce que j'ai été, je pense que j'ai vraiment eu cette volonté de revenir au corps. J'avais commencé déjà la méditation zazen, mais je passais beaucoup de temps assis sur mon zafou à avoir le cerveau qui s'agitait pour essayer de trouver un moyen d'être présent plutôt que d'être présent avec mes agitations, mais j'avais pas la ressource, la capacité. Mais quand même, j'ai fait beaucoup de temps de méditation, de retraite. C'est une période où j'ai commencé à rêver de la possibilité qu'il existe un moyen de se relier à soi et de se découvrir au travers de la danse. Mais c'était comme une rêverie qui m'a amené quelques années plus tard à rencontrer ma femme, qui en fait correspondait complètement à cette rêverie, parce que je m'étais fait la rêverie que j'allais rencontrer une femme brune, un peu plus âgée que moi, qui enseignerait la danse comme un moyen de découverte de soi, et avec qui j'allais avoir un enfant. Enfin, il y a eu toute une rêverie suivie même de rêves en fait assez précis, qui a fait que j'ai rencontré Anena quelques années après, mais pas tant. Et surtout dans l'immédiateté, quand j'ai vraiment fui Normal Sup, j'ai été chez mon frère qui s'installait comme paysan et qui reprenait une ferme en très mauvais état. Et je suis allé l'aider. La première chose que j'ai faite pendant peut-être les 2 premières semaines, j'ai dégagé à la pioche une vieille étable où il y avait à peu près 1 mètre 50 de vieille merde de vache dure, dure comme de la pierre. Donc j'ai dégagé cette étable en piochant le caca. Et je crois que ça a été en effet un moment de redescente dans la matière assez clair. Symbolique. Ouais. Et la danse aussi, comment tu dansais avant tout ça, ou c'était vraiment quelque chose qui te paraissait complètement c'est pas pour moi, ou c'est pas pour un homme de toute façon la danse? J'avais eu une expérience une fois, toujours à Normal Sup, un peu de temps après cette séance au LSD, ce même ami qui était dans les rave parties s'était dit tiens, je vais organiser une rave party parmi ce monde d'intellectuels de Normal Sup, et dans le sein même de cette école. Donc Normal Sup, c'est une école vraiment à l'ancienne, un peu l'élite intellectuelle, en fois des littéraires, des scientifiques, beaucoup de gens quand même très autistes, quoi, et de la bonne société quand même pas mal, et tout ça dans le 5e, au-dessus du Panthéon. Enfin, et il s'était dit je vais faire une rave party là, quoi. Et pour le coup, j'avais pris aussi une drogue, donc de l'ecstasy. C'était une des seules fois de ma vie que j'en ai pris, mais qui a eu le bénéfice de me faire découvrir la danse.
je me suis retrouvé à danser en fait pendant des heures avec une grande liberté. Je voyais la créativité sortir de moi. Je dansais dans des décors lumineux. Enfin, j'étais sans que ce soit des hallucinations pour autant. Enfin, je sentais que c'était vraiment une émergence, que je me racontais une histoire et que cette histoire se racontait au travers de moi. Il y a eu, voilà, ça a été une expérience très ponctuelle. Après, j'y ai plus vraiment pensé. Et je me faisais pas d'idées particulièrement par rapport à ça. Ça a été peut-être pas très longtemps, peut-être 3 ans après que j'ai quitté Normal Sup, que j'ai rencontré Anena en fait, qui elle explorait la danse depuis son enfance et avait reçu un enseignement lié à la danse libre dans la lignée d'Isadora Duncan, qui est une des pionnières de la danse libre en Europe, enfin aux États-Unis aussi, et dont elle avait reçu dans cette lignée en fait une transmission, des outils. Et elle accompagnait déjà des ateliers, en fait. Et je me suis assez vite passionné pour ses pratiques et son enseignement de la danse. Mais je pense pas que j'avais de barrière vraiment par rapport au masculin, au féminin lié à ça. Et qu'est-ce qu'elle t'a permis d'explorer, cette danse libre? Je pense que c'est cet endroit où le corps, en fait, cesse vraiment d'être une machine. Parce qu'on peut se reconnecter au corps, à sa vitalité, avec le sport, avec l'intensité, ou avec. On peut s'y relier aussi se relier à la vitalité dedans avec le jeu. Le jeu, c'est déjà beaucoup moins machine, hein, c'est beaucoup plus vivant. On reconnecte l'intensité, mais ça peut être un niveau d'animalité. Je pense que j'ai pas mal connecté. J'ai beaucoup joué avec mes enfants, beaucoup joué à être animal avec eux. La danse inclut le niveau émotionnel d'une façon beaucoup plus variée, parce que c'est pas juste l'énergie de joie du jeu dedans, on peut danser vraiment tous ces états et au contraire quoi. Et puis ce rapport intérieur-extérieur, enfin donc je pense qu'en premier lieu ce que ça m'a amené, c'est comme une possibilité de me couler en moi avec mes émotions. Et d'avoir une exploration de mon émotionnel, ou plutôt une acceptation de mon émotionnel qui soit peut-être qu'il soit acceptable pour moi, c'est-à-dire qu'il soit pas une confrontation émotionnelle ou une rencontre psychothérapeutique avec mes émotions comme étant potentiellement un problème ou comme un problème à résoudre. C'est-à-dire que d'être juste dans un champ où il y a aucun problème à résoudre en fait. J'ai juste un champ potentiel d'exploration avec de la musique, des indications pour mettre mon corps en mouvement ou pour des directions d'exploration dans lequel mon vécu émotionnel devient partie de l'exploration, vient nourrir mon imaginaire, vient enrichir mon mouvement ou mes sensations corporelles, mon émotionnel, mon imaginaire m'emmènent dans des voyages en fait qui sont entier et dans lequel je me récupère, quoi. Où je me retrouve. Pour toi, il y a un effet thérapeutique? Complètement, oui. J'apprécie d'ailleurs dans cette approche de la danse libre ces moments où la danse est thérapeutique sans avoir à être nommée comme telle. Et j'apprécie aussi que la danse, parce que c'est ce qu'on a beaucoup développé ensuite avec Anena et avec les formations qu'on a suivies, mais on peut utiliser la danse vraiment comme un vecteur thérapeutique ciblé, précis, pour faire vraiment vivre des explorations précises à des personnes ou à des groupes, et d'aller dans des processus thérapeutiques. Donc j'apprécie ça aussi, mais basiquement, ce que j'apprécie peut-être le plus à la base, c'est le fait que c'est thérapeutique sans être une thérapie. Parce que c'est une expression créative en fait, comme l'est pour moi le fait de faire de la musique, de la peinture, du théâtre, d'avoir une expression artistique. Plus cette l'expression de soi est pleine, plus elle nous met dans le flot de la vie en fait.
Donc en ça, je dirais que la danse libre a ce potentiel, en tout cas, ce potentiel de nous mettre en lien avec le flot de la vie et d'être dans une démarche vraiment de créativité artistique qui au moins a cette possibilité d'engager le corps beaucoup, peut-être plus pleinement, parce que c'est de la danse que si je peins ou je joue d'un instrument ou si et qui, comme c'est danse libre, appelle cette créativité instantanée, c'est-à-dire de l'instant. C'est pas une répétition de mouvement, c'est pas l'apprentissage d'une chorégraphie, c'est pas un morceau de musique, c'est pas une partition qu'on répète, quoi. Ouais, je voulais justement te poser la question, quel lien entre la danse et la vie tu ferais? Quel lien entre la danse et la vie? J'aime bien ces paroles de Gurdjieff. Gurdjieff, c'est un instructeur spirituel du début du XXe siècle qui a une grosse influence en fait aujourd'hui, même s'il y a peu de mouvements qui se revendiquent directement des mouvements de l'enseignement de Gurdjieff, mais qui disait que pour lui l'art le plus complet de l'être humain, c'était la danse. Parce qu'il inclut ces 3 centres qui sont le centre moteur, le centre émotionnel et le centre mental. Le fameux corps, cœur et esprit. Voilà. Et donc centre moteur, c'est-à-dire les sensations, le mouvement, l'engagement, l'émotion. Et le centre mental, c'est aussi tout l'imaginaire, c'est-à-dire toute notre capacité de nous raconter des histoires en fait. Et c'est vrai dès qu'on engage le corps dans la danse, et particulièrement c'est ce qui est présent dans la danse libre. Donc je dis ça pourquoi ? Parce que en tant qu'être vivant, on est des êtres de sensations et de mouvements, on est des êtres d'émotions et on est des êtres mentaux aussi. Et souvent dans notre vie, on sépare ces plans. Donc la danse, c'est un moment d'opportunité pour relier ces 3 plans et les mettre en mouvement ensemble. C'est là que la danse naît, en fait. S'il y a que le centre moteur qui bouge, c'est du sport, en fait. S'il y a que le centre émotionnel, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est quand on est dans un centre, uniquement dans le centre émotionnel, on peut être complètement embarqué et déconnecté du bon sens et de la réalité. Et dans le centre mental, il y a beaucoup d'activités humaines qui montrent combien le centre mental est surdéveloppé en cherchant à se déconnecter des émotions et des ressentis, quoi. Oui, sollicité à outrance. Et comment t'en es venu à accompagner? J'imagine que Nena a dû avoir son influence de ce côté-là. Oui, mais j'étais déjà dedans en fait, parce que très vite, quand j'ai quitté Normal Sup, je me suis dit, très vite, c'est venu. Il y a une petite histoire quand même assez jolie par rapport à ça. Il se trouve que j'ai été père très vite. C'est-à-dire que j'avais même pas encore complètement quitté Normal Sup que j'étais déjà avec une compagne qui était enceinte. Il se trouve que je me suis beaucoup occupé de cet enfant, quasiment seul en fait, depuis sa naissance jusqu'à son adolescence. Et un moment où je sentais que ma tête vrillait, partait en vrille, et que j'étais avec cet enfant, je le voyais bébé, il était couché sur le sol, je mettais un tapis par terre pour qu'il ait la liberté de mouvement, et il regardait sa main. Et en fait, il passait beaucoup de temps à faire ça. Et il était sa main. Et à un moment donné, ça m'est tombé, je me suis dit, mais oui, il est sa main. Et voilà ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'arrive à mettre mon cerveau dans ma main. Et là, parce que je m'intéressais déjà un petit peu, j'avais fait des ramassages de plantes sauvages avec un herboriste pour gagner de l'argent, mais aussi pour apprendre. Tout ce champ de la médecine naturelle m'intéressait. Et je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui me permettrait vraiment de mettre en lien mon cerveau et ma main ? Donc je me suis dit, non, pas les soins magnétiques et tout, il n'y a pas assez de cerveau. Il faut que j'ai un truc dans lequel il y ait un peu plus de cerveau dans ma main. Et j'ai entendu parler de l'ostéopathie. J'avais jamais eu de soins d'ostéopathie. En fait, l'histoire, je vais la raconter jusqu'au bout parce qu'elle est vraiment super mignonne. J'étais avec un copain. Enfin, on était presque en coloc, pas tout à fait, mais ce copain un jour revient d'une conférence qu'il a vue.
au début, il devait y avoir une conférence sur la réflexologie plantaire, et puis la nana était malade, et au pied levé, il y a un mec qui est venu la remplacer, qui en fait était ostéopathe, qui a fait une conférence sur l'ostéopathie. Et il m'a dit, waouh, c'était génial et tout. Il me montre le papier, le vieux flyer, comme on n'en fait plus, photocopié de travers sur une photocopieuse bon marché, avec des mauvaises couleurs et plié vaguement en trois, quoi. Et tu sentais le truc un peu amateur au niveau de la formation. Mais quand je l'ai vu, ça m'a fait waouh. Je connaissais rien à l'ostéo, quoi. Je montre ce papier à mon fils, qui regardait sa main. Mon fils, bébé, hein, il avait quelques mois, lève les mains au ciel et rit aux éclats. Je fais OK, et du coup, je m'interroge sur OK, c'est quoi l'ostéopathie, et je m'interroge sur d'autres écoles qui m'envoient leurs plaquettes, papier glacé, les équipes pédagogiques super bien pliées, tout hyper propre et tout, quoi. Et je refais une session avec mon fils et je lui présente ces papiers un à un. Il les prend, il les jette, il les prend, il les jette, il les prend, il les jette, et je lui représente le papier machin, il lève les bras au ciel en riant. Énorme. Et je me suis dit, bah ok, on y va. C'était la méthode Poirier, c'est une approche qui est pas de l'ostéopathie conventionnelle officielle, c'est vraiment de l'ostéopathie énergétique. Il y avait dedans en plus de la médecine chinoise, et c'est vraiment un travail sur l'intention, c'est-à-dire qu'on manipule pas du tout le corps, en fait, on pose les mains et on dialogue presque énergétiquement, enfin plutôt avec l'intention, et on redonne des intentions au corps. Et ça m'a fait et après des miracles se sont produits, parce que j'avais à l'époque c'était le RMI, j'avais même pas droit au RMI, j'avais pas 25 ans, j'avais aucune source de revenus, ma famille m'avait plus ou moins lâché, j'étais avec mon fils, enfin c'était un peu extrême de m'engager dans une formation, quoi. Mais tout s'est mis en place, et donc j'ai commencé cette formation de pratique d'écoute du corps en mettant mon cerveau dans mes mains, quoi. Ça s'est fait, ça a pu se faire. Donc quand j'ai rencontré Anena avec la danse, j'étais déjà dans cette recherche là d'écoute, qui venait se greffer sur le fait que je faisais quand même déjà une méditation zazen, et que j'avais aussi commencé à faire du travail, le chamanisme, des huttes-sudation, qui est le cadre dans lequel j'ai rencontré Anena. En fait, on s'est rencontrés dans un stage, de pratique de huttes-sudation, c'est ce rituel amérindien de transpiration sacrée. Mais voilà, la danse est venue sur ce terreau-là, en fait, où j'avais quand même déjà bien amorcé une reconnexion au corps, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas précisé pour nos auditeurs, mais avec Nicolas, on se connaît, il me fait danser de temps en temps. Et tes guidances sont très poétiques. Il y a pour moi une invitation au voyage. Justement, est-ce que la poésie, les mots, ça a été aussi une connexion entre ce passé de chercheur en sciences cognitives et cette nouvelle vie vers le mouvement, vers la danse? Je sais pas où est le lien, mis à part que quand j'ai eu cette expérience au LSD, en effet, j'ai découvert vraiment la poésie comme quelque chose qui répond à mon intention, quelque chose qui me revient en écho. Ça, c'était une grande découverte. Après, une des personnes avec qui on a beaucoup travaillé, Anena et moi, dans le chamanisme, au début de notre rencontre, était un homme Johann Siegel, il s'appelait à l'époque, qui était d'origine française, mais qui avait été initié et reconnu comme chaman dans différentes traditions, dont des traditions nordiques d'Europe du Nord, de Finlande, où il y a une tradition, un peu comme on a ici, où on habite là au Pays Basque, un peuple autochtone, avec la tradition finnoise, c'est une langue très ancienne, comme le basque, et ils ont des traditions vraiment pré-chrétiennes, encore très très vivantes, quoi. Et donc il était porteur de certains de ces rituels. Donc on a pratiqué du chamanisme, en fait, qui était très imprégné de cette tradition finnoise. Et je me rends compte maintenant l'importance que ça a pris, en effet, dans la façon que j'ai de guider probablement la danse, et dans tout ce que j'ai pu vraiment développer dans mon rapport au corps aujourd'hui en tant que thérapeute, qui est entièrement appuyé sur la poésie, en fait. Et parce que c'est des traditions où la poésie était très importante. C'est vraiment les origines de bien avant les Celtes, parce que c'est une tradition plus ancienne que les Celtes, où le barde, le mage est poète, quoi. Où il
il enchante le monde en chantant la connaissance qu'il a de l'origine des choses et où il enrobe la réalité avec ses mots. Et donc il y a des rituels en fait qu'on a reçus où la poésie est extrêmement présente, des rituels même assez presque comiques quand on les pratique, où on se met, par exemple, on se met à plusieurs en ligne, face à face, on se balance et on laisse la poésie surgir de ventre à ventre, comme si on avait un chaudron entre nous. Il y a des pratiques aussi d'expression poétique dans la hutte à sudation où on ne fait pas que mettre de l'eau, on met aussi un mélange d'eau et d'hydromel, ce qui donne une qualité beaucoup plus chaude, ronde à ce qui se passe dedans. Et où vraiment on a été beaucoup stimulé dans cette expression de la poésie, avec cette conscience en fait que la poésie, contrairement à ce qu'on a tendance à voir comme image en Occident, c'est pas pour faire joli. C'est pas un truc de gens un peu qui planent un peu et qui sont les poètes quoi. C'est au contraire le langage le plus proche des flux vitaux. Donc que parler le langage des flux vitaux, c'est une expression poétique. Et je crois que ça m'a toujours beaucoup touché. Enfin, je pense que ça fait vraiment partie de choses qui m'ont. J'étais toujours très imprégné de littérature aussi. Je me souviens que j'avais été présenté par un de mes professeurs quand j'étais au lycée au concours général de littérature. Ça veut dire que j'étais déjà très passionné en fait par l'idée littéraire. Je regardais hier un film très beau de Jodorowsky qui s'appelle Psychomagie, un art pour guérir, et où il a cette phrase vraiment magnifique en fait, où il dit on n'apprend pas au subconscient le langage de la réalité, on doit apprendre à la raison le langage des rêves. À la raison à parler le langage des rêves. Et la force de tout ce qui existe en dessous de notre conscience, tout ce subconscient qui est pas que notre subconscient dans les régions profondes de notre cerveau, qui est tout ce champ de la vitalité qui circule entre tous les êtres en fait, tout ce qui est vivant, même non vivant. C'est une masse en fait d'énergie tellement énorme sur laquelle notre conscient, notre raison ne représente que une petite partie. Donc c'est vrai que vouloir que ce monde invisible s'exprime avec nous dans le langage rationnel organisé de notre raison, c'est très prétentieux. Alors qu'on peut apprendre avec la raison à replonger dans un langage qui est celui enfin en tout cas qui vient rencontrer celui de la vie. C'est ma conception de la poésie en fait. Donc ça veut pas dire qu'on cherche à faire des rimes spécialement ou à faire des effets de style, pas du tout. C'est juste qu'on a une parole qui est branchée, qui est connectée en fait à un flux vital. Merci pour ces vibrations. Et aujourd'hui, tu parlais de rapport au corps. Comment tu arrives à décoder le langage du corps? Comment tu arrives à lire le corps à travers notamment la danse? C'est pas d'abord avec la danse en fait. C'est vraiment la danse a été pour moi comme un exercice ou plutôt un champ d'exploration, de rentrer vraiment en lien avec le corps, voir tout ce que ça pouvait ouvrir comme voyage. J'ai tellement de souvenirs de mes rencontres avec Anena, de plonger tellement profondément dans la danse et dans des univers sensoriels, perceptifs, qui valent largement des voyages avec les plantes. Enfin, c'est vraiment ça peut être très intense, très fort, très beau. Mais ayant été ostéopathe, en effet, je me suis assez vite demandé au fait comment je fais pour dialoguer avec ce corps autrement que est-ce que l'os qui est là est bien en position, ou comment c'est décalé, et lui dire de se mettre au bon endroit comme si c'était encore une machine, même sensible, mais à qui je disais de faire ci et faire ça quoi. Assez vite, je me suis demandé, vu mes expériences dans la danse, comment je fais pour écouter vraiment ce que le corps a à me dire. Parce que je suis parti de l'idée, en tant que thérapeute, que s'il y avait un symptôme, c'est que le symptôme était un peu un signal qui me disait « Tiens, j'ai quelque chose à dire ». Et non pas, donc le problème n'est pas le symptôme lui-même, c'est que le symptôme montre quelque chose, qui n'est peut-être d'ailleurs pas un problème, mais montre quelque chose qui a besoin d'être entendu. Et j'avais pas de moyen, en fait, de le faire vraiment. Ou alors c'était hyper intuitif, mais je me méfie et je me méfie encore de l'intuition pure.
ou juste je me mets en connexion et je regarde ce qui vient. Parce que voilà, parce que je pense l'intuition pure n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on reçoit comme intuition, c'est la réponse à des questions qu'on pose. Et quand on se met en état de soi-disant d'intuition pure, en fait, c'est comme si on devenait inconscient des questions qu'on pose inconsciemment. Et donc, ça n'est pas plus objectif que autre chose. Donc, autant apprendre à poser des questions conscientes, précises. Donc, j'ai développé cet art, en fait, de vraiment comment je peux entrer dans un dialogue avec le corps où je vais être précis dans mes questions, mais où mes questions vont être suffisamment précises pour que j'ai des réponses claires, mais ouvertes pour que les réponses qui me viennent ne soient pas celles que j'attends. Et ne soient pas non plus des réponses en oui-non, comme on peut faire en kinésiologie, par exemple. Okay. J'avais pas envie de ce genre de système. Je voulais un système qui plutôt m'amène, en effet, du plus proche de ce que je pouvais vivre dans la danse. C'est-à-dire, comment je peux vraiment contacter cet être au travers de son corps, avec toute cette dimension, en fait, d'imaginaire, de poésie, de sensibilité. Donc c'est ce que j'ai développé, en fait. Ça a été pas mal d'années, en fait, de recherche, de corrélation, de rechercher des formes de symbolisme corporel qui me correspondaient pas, et jusqu'à ce qu'un jour je reçoive un petit peu presque comme une vision, en fait. Ça fait presque une douzaine d'années maintenant, où c'était vraiment tout d'un coup, quoi, comme si tout ce que j'avais assemblé prenait sa place, où j'ai pu vraiment voir la corrélation vraiment presque parfaite entre l'anatomie du corps et un système d'alchimie qui nous vient de Gurdjieff, donc, qui s'appelle l'énéagramme des processus, qui en fait parle de loi universelle d'alchimie. Donc l'énéagramme est pas mal connu dans le monde de la psychologie comme un système de description des personnalités, mais ça c'est pas Gurdjieff, enfin ça vient des héritiers de Gurdjieff qui ont développé ce système plus tard. Pour Gurdjieff, c'était pas ça, l'énéagramme c'était un système universel d'alchimie. J'avais eu la chance d'avoir des informations à ce sujet, d'avoir déjà m'être intéressé à cette notion de cycle d'alchimie précis comme une mécanique avec ses 9 étapes, avec ses flèches à l'intérieur, cette dynamique interne, ses liens à l'extérieur. C'est extrêmement dense et cohérent comme système. Et on peut l'appliquer au cycle de vie, on peut l'appliquer à la croissance d'une plante, à la rotation des planètes. Pour Gurdjieff, c'est un système dont il dit si vous le comprenez en profondeur, vous n'avez plus besoin d'aucun livre pour expliquer le fonctionnement de quoi que ce soit, parce que ça vous dit comment chaque chose en évolution fonctionne. Et un jour, j'ai eu la vision, avec l'aide d'un collègue à qui je travaillais à l'époque, mais cette vision que j'ai reçue, c'était tout d'un coup de voir combien le corps, en effet, était lui-même composé de 9 zones principales, d'une façon anatomiquement hyper claire. Donc 3 zones qui sont en lien avec le centre instinctif, tout ce qui est sous le diaphragme, 3 zones avec le centre émotionnel, ce qui est autour de la poitrine, le dos, les bras, et le centre mental, la tête. Donc et chacune de ces zones précises, assez vite, j'ai pu les positionner comme étant un des points de cet énéagramme des processus. On peut se demander où est la poésie là-dedans. La poésie, elle est dans le fait que tout d'un coup, j'ai une vision en fait du corps où je peux me dire ce corps, c'est pas une machine, c'est pas un lieu où l'âme vient un véhicule que l'âme vient prendre et puis hop, on le bazarde à la fin, quoi. C'est un lieu d'alchimie, c'est-à-dire que c'est un lieu qui fait grandir quelque chose. Ce quelque chose, on sait pas, notre âme, notre conscience, je sais pas, la stabilité de l'univers. En tout cas, ça fait quelque chose, ça fait grandir quelque chose. Donc ça donne une perspective de communication avec le corps beaucoup plus intéressante. C'est ok, je peux communiquer avec le corps comme un fourneau d'alchimie. Et avoir cette description plus précise, c'était comme pouvoir dire en fait, assez vite, ça m'a fait basculer dans l'idée que en fait, ce corps, on va le considérer comme un ensemble d'intelligences, une intelligence globale comme un village, constitué d'intelligences singulières comme les membres d'un village, qui ont tous une fonction spécifique dans cette réalisation de cette alchimie et qui fonctionnent ensemble du mieux qu'elles peuvent. Et de là sont nés des noms de personnages, quoi. Comme à l'arrière du bassin, c'est cette partie de nous qui est osseuse, qui est en lien avec les profondeurs de la terre, les roches qu'on appelait le sage, la famille du sage. Le ventre, cette partie qui est en lien aussi avec les aliments, c'est la première nourriture, c'est là où tout démarre en fait.
Puis la vie démarre là, il y a le il y a le cordon ombilical, puis notre être se forge dans l'intestin grêle, quoi. Donc c'est l'enfant, c'est le jaillissement. Les jambes, c'est cette partie de nous qui est puissante, musculaire, qui appuie sur le sol. J'aime bien se donner cette image que c'est les jambes qui font tourner la terre. On pétrit les laves, donc c'est le chevalier. L'axe du dos qui se redresse, c'est cette partie de nous qui se dresse dans l'air, qui prend une forme, c'est l'archétype de la souveraine. Après, t'as la nourrice avec la poitrine, la sensuelle avec les bras, le savant avec la tête, le visage c'est l'instructeur et le mâchoire c'est le poète. Donc t'as un village constitué de ces 9 familles qui donnent des possibilités d'interagir avec le corps d'une façon beaucoup plus poétique en fait. D'autant qu'après c'est un mélange de poésie et de précision parce que ce système se ramifie ensuite, c'est-à-dire que dans chaque famille t'as des sous-zones. Donc dans la famille du chevalier t'as le fougueux, t'as le protecteur, t'as le serviteur qui correspondent à la hanche, aux genoux et aux pieds, etc. Donc c'est comme si tu rentrais dans des fenêtres de plus en plus précises et dans lesquelles tu peux ouvrir ces portes et puis interroger qu'est-ce qu'est là en fait. Ok, il est comment mon fougueux, il est comment mon chevalier là maintenant, ou si je me demande dans ma danse qu'est-ce qui va m'attendre comme surprise dans l'année qui vient et que tu sens une sensation dans la hanche, tu vas pouvoir plonger dedans, ouvrir, c'est quelle qualité, et puis si tu sens que c'est l'énergie du fougueux, du chevalier qui est là, ça va peut-être modifier un peu tes perceptions. Donc en fait, j'ai créé un système en fait d'écoute du corps qu'on peut utiliser dans la danse, mais aussi dans les écoutes du corps, qui associe pour moi 3 choses. Donc là, je pense que j'ai vraiment atteint ce que je cherchais quand je regardais la main de mon fils qui mettait son cerveau dans sa main. C'est-à-dire, c'est un système d'écoute où c'est hyper intuitif parce que je vais faire confiance aux images, aux émotions, aux sensations qui viennent à moi. Mais c'est précis parce que je sais quelles questions j'ai posées. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui est en difficulté là? Qu'est-ce qui a besoin? Quel est le besoin qui a besoin d'être écouté? Quelle est l'ouverture? Quel est le nouveau chemin? Est-ce qu'il y a un conseil d'action? Des questions super ciblées. Et la connaissance précise d'un archétype. Donc je danse entre une intention, qui est la question, des perceptions, qui sont vraiment viennent de ce que je ressens de moi, dans mon corps, avec mon imaginaire, et ce côté mental en fait qui sculpte les perceptions à partir de cette connaissance symbolique faite que j'ai développée qui s'appelle les 9 souffles. Et donc c'est une espèce de technologie en fait qui est pour moi devient extrêmement précise, qui fait que oui, grâce à ça, je peux dialoguer avec l'intelligence du corps, qui était un peu la question que tu me posais tout à l'heure. C'était comment je peux entrer en dialogue avec l'intelligence du corps, en me servant au maximum de ces trois niveaux en fait, c'est-à-dire ok, où est-ce que je mets mon esprit? Comment je peux recevoir les informations sur un plan sensoriel, émotionnel, mental, imaginaire? Et comment je peux rajouter un peu de mental? C'est-à-dire de réajuster le sens, quoi. C'est-à-dire me servir vraiment de mes 3 étages pour dialoguer avec l'intelligence du corps. En acceptant que le dialogue se fait à un niveau qui n'est pas de l'interprétation. Qui est un niveau qui est d'abord une espèce de rencontre, que ce soit dans la danse ou moi dans l'écoute du corps de quelqu'un, c'est d'avoir une rencontre de wow, c'est quoi cette qualité d'énergie, c'est quoi ces sensations, ces formes, quel imaginaire se déploie depuis ça, peut-être jouer un personnage qui est en train de faire ci, de faire ça. Qu'est-ce que ça me fait si je me rappelle que ce personnage au départ c'est un chevalier ou une sensuelle ou un savant, et qu'est-ce qu'il me dit en fait par rapport à la question que j'ai posée. Et puis le pouvoir de l'intention. Voilà. Et cette précision en fait d'associer. Je crois qu'on a une époque où on peut aussi avoir tendance à la fois à surinvestir le champ mental, mais aussi à le discréditer. Oui. Si l'interprétation c'était pas bien, comme si on a besoin du mental, quoi. Je partage. Et merci pour ce voyage. Et je voulais revenir à une thématique qui est autour de l'homme. Toi qui accompagnes, toi qui es un homme, qu'est-ce que tu constates chez les hommes dans leur rapport au corps, dans leur rapport aux émotions? Tu parlais d'émotions. Déjà, basiquement, je constate qu'il y a quand même pas beaucoup d'hommes dans les cercles de danse. Il y a une espèce de pudeur qui est présente.
je sens que les hommes qui viennent sont très sont très engagés. J'essaye un peu de ressentir en fait, parce que c'est vrai que c'est une question qui est. Je sens qu'il y a quelque chose qui est sur le seuil. Comme même ces hommes qui viennent dans les cercles, même ceux qui sont très engagés, c'est ça, c'est une image d'être sur le seuil, comme si les hommes étaient là. Ok, ça a l'air intéressant, il y a l'envie. Ouais. Je pense qu'il y a une vulnérabilité quand même dans cette posture où je ressens cette envie d'y aller, puis en même temps il y a un côté joueur dedans. Je sens qu'il y a comme si les hommes étaient aussi pas mal porteurs de l'esprit de jeu dans ces cercles-là, mais une sorte de retenue aussi, de timidité peut-être. Je pense que c'est beaucoup lié à la dimension de l'enfant, de l'insouciance qui n'a pas été beaucoup autorisée chez les hommes peut-être. À la fois elle est là, pas loin, disponible, elle a envie de se manifester, puis en plus et en même temps, c'est peut-être pas encore si clair que c'est bien adapté, bien approprié. Puis il y a cette aspiration aussi peut-être à vouloir, qui est aussi saine, à vouloir devenir un homme, dans le sens grandir en responsabilité, faire grandir l'adulte en soi. C'est peut-être ça le seuil. Je sens que c'est pas évident, je pense, pour les hommes aujourd'hui de trouver cet équilibre entre ces deux saines aspirations qui, je pense, peuvent aller ensemble, mais je sens que c'est pas si évident de trouver la connexion entre faire grandir cet espace de l'enfant intérieur et faire grandir l'adulte, le sens de responsabilité, en fait. C'est peut-être un petit peu ce que je pourrais percevoir là. Il y a des choses qui me parlent, ce côté seuil, comme si il y avait une peur actuellement de faire un pas en avant sur ce côté-là, et moi c'est ce que notamment dans vos espaces, je reconnecte énormément à cet enfant intérieur. Et mais c'est quelque part j'apprécie en fait. Je trouve ça intéressant d'être à cet endroit de seuil, parce que c'est l'endroit où on peut donner aussi un peu de place et de précaution quelque part à ces deux espaces. L'espace de l'enfant intérieur, à la fois faut le libérer, mais en même temps faut le préserver. On n'est pas, on a tous été blessés dans notre enfant intérieur, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on doit exposer, déballer. C'est quelque chose qui a besoin qui a d'abord besoin de se sentir en sécurité. Et la sécurité, ça se gagne avec le temps, ça se gagne avec la confiance, donc ça se décrète pas. Et grandir dans maturité, en sens de responsabilité, c'est pareil, ça prend énormément de temps en fait. Surtout qu'en tant qu'humain, et peut-être particulièrement, en tant qu'homme, en tout cas, on n'a pas eu ces rituels de passage, on n'a pas eu cet accompagnement qui valide le fait qu'on est un adulte et qu'on est capable, même dans nos défauts. Tu faisais des cercles d'hommes avant? C'était quoi il me semble, si je me trompe pas? Il y en a eu quelques-uns. J'ai fait, il y a eu deux fois dans cette région du Pays Basque où il y a eu deux formats de cercle d'hommes qui étaient toujours des formats collaboratifs. Il y en avait une fois où c'était vraiment dans des cercles où on était juste assis, on se réunissait, c'était à chaque fois chez une personne différente, et là il y avait pas de leader, et j'avais trouvé que ça fonctionnait pas bien. Parce que à la fois il y avait une bonne amitié qui s'était créée entre les gens, mais je trouvais que du coup ça descendait pas dans assez de profondeur, de sincérité. Oui. Donc je trouvais qu'il manquait un élément qui pourrait pu dépendre venait peut-être de l'absence d'un leader en fait dedans, ou à un moment donné qui permette que ce soit un peu plus engageant, sérieux. Engageant. Et puis un autre format plus tard où on avait décidé que c'était toujours en extérieur, on était toujours deux personnes qui leadaient, mais c'était jamais les mêmes. Donc c'était des équipes de deux qui choisissaient où ça allait se passer et qui devaient proposer à chaque fois une sortie sur une demi-journée où il y avait un mélange de temps qui engageait le corps, le jeu et des temps de parole.
et que c'était pas que des temps de parole. Et ça a super bien marché, c'était vraiment chouette. Et puis après, il y a eu un petit peu moins de monde. Et pour moi, ça s'est arrêté net, en fait. Enfin, parce qu'en fait, c'était vraiment assez dramatique, mais le fils aîné d'Anena est décédé. En fait, il se trouve qu'il est décédé le jour où je partais le matin avec vers ce cercle d'hommes, avec un gars qui le faisait avec moi et mon fils qui était derrière, qui venait participer, quoi. Et il s'avère, je constate que ça s'est pas reproduit depuis, en fait. Donc c'était, mais j'ai trouvé que c'était un bon format. C'était un bon, Ça me parle. Un format intéressant. Oui, je pense que ça résonne pour moi parce que c'est ce que j'aimerais aussi faire. Effectivement, je pense qu'on a besoin comme tu l'évoques depuis tout à l'heure, il y a quelque chose à faire avec le corps pour les hommes, et peut-être que simplement de la parole, c'est pas suffisant. Ouais, ce rapport aux émotions qui, nous, pour les hommes, a été très, en tout cas, moi, je parle de mon expérience, ça a été compliqué pendant un bon petit moment. Comment la danse, elle nous met en relation avec nos émotions? Je crois que c'est difficile déjà de pas l'être quand tu danses, quand tu bouges ton corps, parce que en fait c'est la nature, c'est la nature même biologique des émotions, hein, et il y a un neurobiologiste, Antonio Damasio, qui a pas mal étudié ça, mais l'émotion c'est un état du corps. Donc en effet, quand on carapace le corps dans une mécanique de mouvement, c'est pas qu'on n'a pas d'émotion, c'est que on fige le corps dans un état émotionnel donné. Donc dès qu'on bouge le corps autrement, ça donne l'accès à d'autres types d'émotions. Quand on entre dans un mouvement qui en effet est cadré comme dans le sport, ça limite le champ des émotions. Mais de base, dès que tu invites quelqu'un, et ça, il y a on parle de danse libre, mais il y a des moyens d'augmenter la palette de mouvements d'une personne en lui donnant des indications, en suggérant. On dit à quelqu'un, par exemple, d'entrer en contact avec le poignet avec quelqu'un d'autre, de donner son poids et de laisser la danse naître de cet espace entre les deux. Fatalement, la personne va entrer dans des types de mouvements qu'elle ne fait pas d'habitude. Et c'est un état émotionnel différent. Donc c'est très difficile d'échapper à l'émotion quand tu rentres dans la danse. Et l'autre biais, donc nous on fait beaucoup avec notre approche de la danse, c'est d'inviter l'imaginaire. Parce que quand on se raconte des histoires, l'émotion est toujours là aussi. Ouais, ça... On se raconte pas assez d'imaginaire en ce moment. Voilà, ce qui est beaucoup plus direct que de dire c'est-à-dire qu'on n'invite pas les gens très rarement ou à titre de jeu théâtraux, mais de danser leur tristesse, de danser la joie. Ça, c'est des biais directs qui en fait sont pas en réalité ceux qui fonctionnent le mieux. Des invitations de type de mouvement, vont faire émerger des émotions et on sait pas lesquelles. Des connexions imaginaires avec certains éléments, comme se connecter à la terre, au feu, à l'eau, vont potentiellement inviter plus certains types d'éléments. Et l'ouverture à l'imaginaire, bien sûr. T'as parlé d'entrer en contact à travers la danse. Je lisais quelque chose la dernière fois comme quoi 13% des Français considéraient que leur bonheur passait par le relationnel, ce qui m'a, je t'avouerai, assez waouh, what? En quoi la danse est une pratique relationnelle? D'abord, elle est une pratique relationnelle avec soi-même, de toute façon. Elle est une pratique relationnelle avec le sens de la vie, et elle peut l'être avec l'autre si des interactions sont proposées avec les autres danseurs ou permises, ou c'est un espace qui est possible. Et des fois, la relation commence juste dans le fait de danser en étant conscient qu'il y a d'autres personnes qui dansent autour de soi. Ce qui est très amusant parce qu'en fait, j'observe moi, c'est que si on invite les gens à entrer en relation et qu'on n'est pas assez précis sur le mode de relation, ils vont rentrer en relation sur un mode qui est très social, ils vont se regarder dans les yeux et se faire des sourires. Et en fait, là, ils sont plus en relation. Instantanément, ils ont dressé un masque qui est
le masque approprié là, parce qu'on est là pour passer un bon moment ensemble, et puis ça se voilà. Alors que si on invite la relation sur un mode qui contourne ce masque, par exemple que je parlais du contact poignet à poignet, ou d'inviter à danser en présence de quelqu'un d'autre sans le regarder dans les yeux, voilà, ou d'autres méthodes en fait, là vont créer une vraie relation. C'est vraiment l'engagement du corps, quoi, ou l'engagement des perceptions, de l'interoception. Je pense que c'est ça le truc clé, c'est qu'en fait, dans la danse, c'est un espace en fait où je fais pas que bouger, je suis en écoute de ce qui se passe dedans, ce qu'on appelle l'interoception. Je me perçois dedans. Donc c'est un espace où je peux réapprendre à être en interaction avec l'autre en ressentant ce que je ressens dedans. C'est-à-dire que je cherche pas à m'adapter à l'autre, mais je donne de la place à sentir que la présence de l'autre me fait quelque chose. Et là, je pense qu'on entre dans une vraie relation en fait. Donc c'est très différent dans la danse libre des danses de couple où le biais c'est un type de pas particulier, un type de musique particulier. C'est pas de la danse libre du tout. Nous en tout cas ce qu'on pratique, on va jouer avec l'explicite du relationnel, mais plutôt comme je le disais, en utilisant des moyens d'entrer en lien qui vont permettre aux personnes d'entrer en lien en étant le plus connectées avec elles-mêmes. Et du coup, souvent, c'est des biais assez pudiques. C'est-à-dire, on voit combien les interactions sont beaucoup plus fortes et intimes entre les gens quand il y a pas ce truc de regard à regard. Ou alors qu'il y a un jeu, toi, qui est comme, ok, d'accord, là on se regarde dans les yeux, mais le but ça va être de danser en lâchant jamais ce regard. Et du coup, on joue là, ça y est, on n'est pas en train de se dévoiler dans le regard. Je confirme. Je crois beaucoup à la pudeur en fait. C'est pour moi la danse libre peut être vraiment un espace très pudique. Et avec Anena, donc vous avez créé les 9 souffles. Comment tu présentes les 9 souffles aujourd'hui, ce que vous proposez, l'intention? Ouais. Le mot les 9 souffles est vraiment né de ce symbolisme dont j'ai parlé, 9 zones du corps, comme 9 parties de nous qui sont en lien avec 9 courants d'énergie. C'est vite devenu, ça s'est vite greffé à la danse que pratiquait Anena déjà. Donc c'est comment faire vivre cette connexion au vivant à travers le corps et la danse et l'écoute du corps. Et en fait, ça s'est greffé très vite aussi parce que quand cette vision a été reçue, Anena a rencontré l'école de la Movement Medicine, qui est un mouvement international maintenant, qui est né en Angleterre, de Yakov et Sona Darling-Khan, qui étaient des enseignants et formateurs des 5 rythmes, de la danse des 5 rythmes de Gabriel Roth. Donc c'est un mouvement en fait dans lequel on s'est reconnu, c'est-à-dire que ils sont peut-être beaucoup plus sur de quel cadre on a besoin. On va dire que la Movement Medicine, c'est un mouvement qui s'est vraiment dédié à comment faire grandir le pouvoir personnel de chacun pour pouvoir ensemble rêver à un autre futur. Donc vraiment la perception aussi qui leur vient de tout le lien au chamanisme d'Amazonie, où le pouvoir du rêve est reconnu comme vraiment important et où l'urgence, c'est plus que des actions à changer, c'est changer le rêve collectif de l'humanité en fait. Donc il y a cette notion de prendre du pouvoir personnel, grandir pour être dans le présent, dans sa singularité et pouvoir rêver une autre direction. Donc aujourd'hui, avec les 9 souffles, si vous allez sur le site des 9 souffles, vous allez voir en fait que la Movement Medicine, les 9 souffles, ce symbolisme du corps sont aussi présents les uns que les autres parce que nous on les transmet ensemble comme ultra complémentaires pour ce but-là en fait, c'est-à-dire que avec cette poésie, avec cette capacité d'émerveillement, de réouverture à l'émotionnel, en fait, au final, le but c'est pas juste de passer des bons moments ou de se divertir, c'est seulement de se faire du bien à soi, c'est de grandir en fait. Donc on grandit comme j'ai dit tout à l'heure, on redevient progressivement à la fois plus à l'écoute de nos enfants intérieurs et plus adultes dans notre vie, donc plus responsable, plus capable d'interagir et avec un espace de conscience plus ouvert et poétique qui permet de rêver vraiment à quelque chose de plus plus intéressant. C'est peut-être prétentieux, mais en tout cas plus créatif, qui ouvre en tout cas plus d'options sur un futur. Une ouverture de possible.
Enfin, donc du coup, c'est vraiment à ça que les 9 souffles se dédient, sachant qu'après, on peut varier nos types d'enseignements suivant le type de public, quoi, entre la transmission de ce symbolisme du corps et l'accompagnement de gens sur des cycles longs où ils vont vraiment plonger dans tous les outils des 9 souffles et de la movement medicine pour grandir eux-mêmes et souvent avec cette intention claire pour les participants, devenir de meilleurs contributeurs dans le monde. On entend souvent cette intention-là pour les gens qui font ces parcours. Et c'est ça peut donc du coup nos propositions peuvent être vont aller sur notre site, on a des choses qui sont très des pratiques en ligne qui sont de gratuites à des e-learning, mais on a aussi des stages de formation, des stages plus courts, des stages intenses de 6 à 8 jours et ce cycle continu on appelle l'apprenticeship qui est ce plonger, cette immersion. Voilà, ça c'est un petit peu les propositions qu'on a, mais qui sont toujours dans cette idée qu'on peut faire grandir en pouvoir personnel. Ça va avec grandir en pouvoir poétique, en engagement du corps, en sensibilité. Enfin, c'est un ensemble qui va bien, qui va ensemble, quoi. Et la dernière fois, vous avez fait une soirée dans un espace public, j'aurais envie de dire. C'était, vous êtes sortis de vos espaces de danse intime et vous l'avez porté dans un bar où il y a généralement quand même plein d'événements. Est-ce que c'est aussi tu parlais de changer le monde, en tout cas d'ouvrir les possibles. Est-ce que c'est une possibilité et peut-être une nécessité? Ouais, moi je suis assez sensible à cette possibilité d'amener des choses dans des espaces où ça va être accessible à tout le monde et où ça n'a pas besoin forcément d'être dit explicitement qu'on est là pour avec tout ce discours spirituel en fait qui on est dans le passé, on est monté sur scène avec Anena on a fait du spectacle et on est encore dans cette dynamique de redonner des choses à voir en spectacle. Et il y a un petit peu cette dynamique que offrir une soirée dans un bar avec et des gens qui nous connaissent et des gens qui nous connaissent pas du tout. C'est comment on trouve le ton qui fait que le ton, la musique, la dynamique qui fait que sans que les gens aient adhéré à quoi que ce soit, on emmène quand même les gens dans un voyage qui leur fasse du bien en fait. Et oui, qui ouvre la possibilité de peut-être rêver autre chose, mais en étant le plus sobre possible. Et pour moi, le spectacle, c'est un peu une notion, c'est comment on peut offrir quelque chose qui fasse du bien aux gens sans qu'on ait à leur dire là vous venez participer à une cérémonie, ou là on est en train de faire un truc spirituel, ou là on est en train de changer le monde ensemble. Parce que je pense que quand c'est vraiment bien fait, il n'y a pas besoin de dire tout ça. Au contraire même, c'est encore plus intéressant quand on sort d'un spectacle, on s'en sent régénéré et que on nous a à aucun moment donné dit comment ce qu'il va faire. L'interpréter, quoi. Ouais. Ça c'est un truc qui me fait qui m'excite, quoi. C'est vraiment pour ouvrir mes écoutilles à créer de plus en plus ou en temps voulu. Je suis pas pressé, mais de ce genre de propositions qui font que c'est je crois que là c'est juste la vie en fait, hein. Personnellement, le monde dont je rêve, c'est un monde ultra créatif, quoi, où on s'amuse de faire des choses qui sont inattendues et voilà, quoi. C'est aussi l'actualisation d'un rêve. Oui, on a besoin de rêver. Et j'aurais une dernière question, si c'est ok pour toi. Quelle invitation tu donnerais à un homme pour mettre son corps en mouvement? Ou comment, en fait? Ce que je veux dire, ça pourrait ressembler à une connerie. Écoutez les gars, il y a dans les cercles de danse libre, il y a 90% de nanas, 10% de mecs. Donc il y a de la place pour vous. Ouais, c'est clair. Et c'est certainement l'endroit le plus
Non, peut-être que ce que je pourrais dire par rapport à ça, parce que je pense que la rencontre est importante. On a fait besoin de rencontres, sans parler forcément de séduction, mais ça en fait partie. Oui. Je pense que pour moi, les espaces de danse libre, contrairement à ce que pourraient peut-être penser les hommes, je reviens sur le mot pudeur, c'est des espaces vraiment délicats où justement, je pense qu'en réalité, c'est beaucoup moins exposant pour un homme d'entrer en relation avec d'autres personnes, hommes et femmes, avec sa sensibilité, que dans un espace social. Donc pour moi, c'est l'inverse, je pense, de ce que peut-être appréhendent les hommes. Ils peuvent avoir peur d'avoir l'air con, ou de trop se montrer, ou d'être trop exposé émotionnellement, au fond. Alors qu'en réalité, moi, mon expérience, c'est l'inverse, en fait. Je peux parler que de mon expérience, mais je me sens beaucoup, beaucoup plus exposé émotionnellement. Je sais pas, le pire du pire pour moi, c'est un vernissage, un cocktail de vernissage, où là, je pourrais être très mal à l'aise. Alors que dans un espace de danse libre, au contraire. Et donc, j'aimerais pouvoir rassurer les hommes sur le fait que s'ils se sentent sensibles, c'est peut-être justement le genre d'endroit où ils vont pouvoir se sentir le plus en sécurité, en fait. Oui. Une autorisation, une permission d'être. Merci pour ce voyage. Moi, j'ai voyagé avec toi. Est-ce que tu auras un dernier... J'aime toujours offrir la possibilité de... Même si déjà c'était beau ce que tu nous as dit là. Si tu avais un dernier mot, une pensée, une réflexion que tu voudrais nous partager, quelle serait-elle-t-il ? Non, je me rappelle vraiment, grâce à tes paroles, combien en effet t'es dédié aux hommes. Ça me touche. Je sens en moi que c'est comme une question qui remplit mon cœur, ma poitrine, mais une question où moi-même je me sens sur le seuil, c'est un petit peu timide en même temps. Je me dis, tiens, j'aimerais toucher plus les hommes, mais c'est vraiment à mon stade aujourd'hui un grand point d'interrogation. Et voilà, j'avais envie de partager ça parce qu'en effet ça me touche. C'est comme si moi-même en tant qu'homme, je sens une grande amitié, fraternité envers tous les hommes, et combien je pense que c'est pas facile d'être un homme en réalité dans nos sociétés aujourd'hui. Et je suis aussi un homme en apprentissage, et je sens qu'il y a cette aspiration de faire grandir cette bonne relation, la masculinité incarnée, je veux dire, d'être dans un corps d'homme. Et voilà, donc pour ça, je suis content d'avoir été invité par toi dans ce podcast. Eh bien, merci d'avoir répondu à l'invitation, de nous avoir partagé tous ces mots, et peut-être que ce podcast viendra nourrir quelque chose chez toi, ou en tout cas impulser quelque chose, qui sait. Moi, je mettrai le lien des 9 souffles si les personnes sont intéressées par les propositions. En tout cas, je vous invite à aller visiter le site de Anena et Nicolas Bernard. Merci Nicolas. Merci Loïc. Et je te souhaite écoute, une bonne journée, et puis à très vite pour danser. Ah oh. Merci à toi Nicolas, à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, Domahome Podcast, tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.